Bonsoir, merci de nous rejoindre. Il est 19h. Dans l'actualité de ce mardi, la ruée sur les tests de dépistage Covid. À l'Institut Louis Malardé, les demandes explosent depuis une semaine. 170 tests ont été effectués rien que pour la journée de lundi dernier, contre 500 pour celle d'hier. Une affluence révélatrice de l'inquiétude généralisée. Les Australes ne sont pas épargnés par l'épidémie. 3 cas de Covid ont été détectés à Rurutu et sont sous surveillance. Des habitants de l'île rentrés dimanche dernier par avion. Les autres passagers sont invités à se manifester auprès de l'hôpital de Rurutu. Les chiffres flambent et l'inquiétude grandit, notamment auprès du personnel soignant. On fait le point avec le ministre de la Santé, Jacques Raynal. Il est l'invité du journal ce soir. L'essence moins chère pour les pêcheurs. Le syndicat des pêcheurs professionnels vient d'obtenir une aide en faveur de la soixantaine de pêcheurs qui choisissent de rester à l'essence. Une baisse de 10 francs par litre, mais le prix reste 3 fois supérieur à celui du diesel. Et puis l'interminable attente des colis postaux touche à sa fin. 2 containers sont arrivés sur le territoire. 2 autres arriveront d'ici une dizaine de jours. Au total, plus de 11 000 colis sont attendus à terme. À l'origine des retards, la saturation du transport maritime. L'Institut Louis Malardé submergé depuis 2 semaines par les demandes de tests de dépistage. Des chiffres éloquents qui passent de 170 tests pour la seule journée de lundi dernier à 500 pour celle d'hier. Aujourd'hui, il fallait compter 1 heure d'attente pour se faire dépister. État des lieux de la situation avec Kaline Hénard et Jérôme Ly. Test antigénique pour Pascal, car 2 de ses collègues de travail ont été déclarés positifs au Covid-19. C'est la raison de sa présence aujourd'hui au centre de dépistage. Je suis vacciné. Ça fait combien de temps que tu es vacciné ? Je pense que ça va faire 3 mois. Et bon, on dit si on est vacciné, on peut quand même attraper ce virus-là. De plus en plus de monde qui vient se faire tester et la plupart c'est des jeunes, entre la quarantaine et 60aine. Comme on dit, la plupart ne se sont pas fait vacciner. Je me sens pas très bien depuis 2 jours et j'ai appris à mon insu que j'avais été cas contact. En fait, je n'ai aucune idée par contre si on a le droit de se faire vacciner quand on a la Covid. J'en ai aucune idée. Donc je vais me renseigner là et puis si je peux me faire vacciner assez rapidement, je le ferai. À l'Institut Louis Malardé, seules les personnes ayant des symptômes sont dépistées. Et c'est en grande majorité sur prescription médicale. La perte de goût de l'odorat, on l'observe beaucoup moins que la dernière fois. Par contre, les autres symptômes aussi, c'est un syndrome grippal avec des syndromes digestifs. C'est quand même la majorité des gens. Mais il y a des gens qui ont des symptômes, juste un petit peu le nez qui coule. Et bon voilà, on sait qu'ils ont été en contact avec quelqu'un dans leur entourage qui était positif. Donc on fait quand même le dépistage et ils sont positifs. Plus de 2000 tests réalisés lundi et parmi eux, 379 cas positifs au Covid-19. Sur la partie variant, on a arrêté de faire le criblage variant sur la population locale. On a arrêté ça il y a à peu près 2 semaines. Pourquoi ? Parce que sur la base de ce qu'on avait reçu comme résultat positif de la population locale, plus de 97% des personnes étaient variant Delta. Et la contagiosité du variant Delta simplifie également la procédure des cas contacts. Les asymptomatiques sont priés de s'isoler pour 10 jours, mais au moindre symptôme, il faut consulter son médecin et se faire tester. Il faut absolument que les gens respectent les gestes barrières. On est dans une flambée épidémique, donc tout le monde se remet à gérer les gestes barrières. On remet des masques, on se lave les mains. On minimise ces sorties et ces fêtes avec les amis. Autre message des autorités de la santé. Le seul outil pour freiner la propagation exponentielle du virus reste la vaccination. Oui, et la contamination progresse avec 379 nouveaux cas de Covid et un nouveau décès ces dernières 24 heures. On compte aujourd'hui 63 hospitalisations, dont 9 patients en réanimation. Rurutu n'est pas épargné par l'épidémie. 3 cas ont été confirmés ce matin. Il s'agit d'habitants de l'île arrivés par avion dimanche dernier. Ils ont été identifiés et sont à présent sous surveillance. Les passagers des 2 vols de ce jour-là sont d'ailleurs invités à se manifester auprès de l'hôpital de Rurutu. On fait le point avec Heya Parao Tokoragi. C'est un retour dans l'île qui commence mal pour les passagers des 2 vols en provenance de Tahiti dimanche dernier. 2 d'entre eux étaient à un mariage il y a 15 jours et sans le savoir ont été au contact de personnes contaminées. Le dispositif médical et de surveillance sanitaire de Rurutu a été déclenché dès lundi matin.
Hier soir, tous ces sujets contacts de l'avion ont été contactés par téléphone, un par un, par notre équipe ici et par l'équipe de Tuboué, pour ceux qui ont débarqué à Tuboué. Et on leur a donné à chacun les modalités à suivre. 20% de la population de Rurutu a été vaccinée. Les consultations, désormais au dispensaire de Rurutu, n'auront lieu que de 7h30 à 10h30. Les après-midi seront consacrés à la vaccination. Les restrictions sanitaires sont de nouveau de rigueur à Rurutu, comme dans les magasins d'alimentation. Alors, on t'a remis un document sur la police municipale, c'est pourquoi? Une nouvelle loi. Qui dit quoi? 6 personnes dans les magasins. Pas 6 plus. personnes, pas plus. Et les enfants moins de 12 ans, ils peuvent rentrer. Tous les passagers des 2 vols d'Air Tahiti de dimanche dernier sont invités à se manifester par téléphone auprès du secrétariat de l'hôpital de Rurutu. Mais la meilleure et première protection reste tout de même le respect des gestes barrières. Et du côté de Bora Bora, 7 cas positifs sont suivis par la veille sanitaire. Si la vaccination ne fait pas encore l'unanimité sur l'île, les habitants prennent peu à peu conscience de son importance. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Rosanna Mayota. Il faut se protéger, portant le masque et tout, et faisant-nous vacciner. Pour certains, c'est plus important de se faire vacciner. Pour d'autres, on est encore... dans le est-ce que je me fais vacciner ou pas, voilà. Je me suis fait vacciner et pour l'instant je me sens bien, donc voilà. Nos enfants surtout, il paraît que les enfants sont touchés par le variant aussi. Dans ma famille, il n'y a que moi qui n'a pas fait. C'est inquiétant pour moi, hein. Tous mes enfants me disent de faire, mais moi, peut-être parce que j'ai déjà eu le coronavirus, mais... Ouais. Et là, avec tout ce qui se passe, vous pensez à aller le faire? Ouais, carrément. Avec tout ce qu'on entend et tout dans les infos. Oui. À notre église, que ça risque que le confinement revient et les réunions de l'église soient diminuées, les personnes seront diminuées aussi. Mais je pense que c'est une bonne chose. On doit respecter ça. Moi, j'ai été vacciné les 2 fois. Jacques Raynal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le ministre de la Santé, merci d'être là. On le voit, l'inquiétude grandit dans la population avec cette augmentation des demandes de tests. Les chiffres du Covid explosent. Pourtant, la résistance au vaccin, qui est apparemment commune aux collectivités d'outre-mer, est encore forte en Polynésie. Comment comptez-vous convaincre ? Oui, elle est certainement forte, mais elle s'atténue quand même par rapport à la résistance qui existait dans les mois qui précèdent. Et cette résistance est en plus une solution d'attentisme ou une position d'attentisme par rapport au fait que la maladie s'était plutôt calmée. On n'entendait plus parler de nouveaux cas ou beaucoup moins. Et je pense que c'était un petit peu ce qui présidait dans la population. On le voit maintenant. Le seul fait qu'il y ait eu ce pic, et qu'il y ait ce pic épidémique avec un variant Delta qui est extrêmement contagieux, ça motive un peu motive d'autant plus la population à se vaccination. faire vacciner. Alors, on a plus de 90% des patients hospitalisés en filière Covid qui ne sont pas vaccinés. Oui, ça, ce sont les chiffres, les données de l'hôpital. Les opposants au vaccin évoquent des chiffres trafiqués. Vous nous confirmez. Oui, bien sûr. Mais je les invite à venir. Je les invite à venir visiter. Je leur ferai faire le tour de la réanimation et ils verront ce que c'est. Ils verront la rencontre avec les personnels qui sont là depuis 1 an et demi maintenant à lutter contre cette maladie. Et vraiment, je pense qu'ils se rendront compte de ce que c'est que d'être dans la réanimation forte, la réanimation que l'on appelle chaude. Il y a 9 personnes actuellement dans cette réanimation. On est endormi, on est sous respirateur, on a des tuyaux partout. Et je vous assure que les gens qui sortent de là, quand ils s'en sortent,
ce qui n'est pas malheureusement toujours le cas, sont très altérés pendant plusieurs mois. Je les invite à venir voir. Le personnel soignant, justement, c'est un problème de manque de moyens aussi dans les hôpitaux. Ils craignent d'être submergés, ils réclament justement des moyens humains. Comment pallier ce problème ? En termes de moyens techniques, on a tout ce qu'il faut. On s'est armé suffisamment en matière d'oxygénothérapie notamment, enfin pour tout ce qui concerne la technicité de l'hospitalisation Covid. Nous avons ce qu'il faut. Cependant, ce qui nous manque et ce qui est problématique toujours, c'est les ressources humaines. C'est des infirmiers de réanimation, c'est des médecins réanimateurs, c'est des aides-soignants qui sont formés à l'utilisation et à la surveillance des appareils. Donc c'est une technicité professionnelle. Et donc, ils sont soumis à des horaires qui sont lourds, travaillent 24 heures sur 24, ces services. Et donc, voilà, c'est vrai que nous avons une tension à ce niveau-là. Donc vous allez faire appel à des On n'exclut pas, et on y réfléchit, on n'exclut pas le fait de pouvoir faire appel aux pays qui nous entourent, notamment la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, qui nous avaient déjà fait signe en disant qu'éventuellement, si on était dans le besoin, ils pourraient envisager de nous aider. Et nous allons, dans les jours qui viennent, discuter de cette question pour peser quel est le besoin exact en nombre de personnel qui pourrait éventuellement venir de ces pays. Aujourd'hui, on est loin de l'immunité collective avec 33% du taux de vaccination complète. Quelle couverture vaccinale espérez-vous pour les prochains mois ? Alors, le mieux serait d'avoir 70%. Pour une immunité collective. Où on aurait là, pas forcément une immunité collective au titre scientifique du mot, mais compte tenu de la géographie de la Polynésie française, compte tenu du fait que la population est dispersée, que nous vivons plutôt dans un milieu aéré, je pense, moi, qu'à 70%, on a déjà une bonne protection. Ça ne suffira pas, il faudra atteindre les 90% ou 80% pour pouvoir être sûr que le virus sera bloqué, ne pourra plus circuler. Néanmoins, c'est ce chiffre-là que nous avons pour cible. Et à l'heure actuelle, on remarque quand même qu'il y a un renouveau, puisqu'on a observé plus de 25 à 27% d'augmentation du nombre de personnes qui venaient se faire vacciner. Eh bien, nous souhaitons et nous nous organisons pour cela qu'il y en ait beaucoup plus, en effet. Alors, quand on calcule, et notamment le chiffre de 31% sur la population générale, c'est une population qui démarre à 12 ans, puisque c'est la population qu'on appelle vaccinale, puisqu'on ne vaccine pas en dessous de 12 ans. Monsieur le ministre, on vous retrouve dans un instant, car nous parlons justice à présent, avec cette requête contre les restrictions à l'entrée en Polynésie pour les non-vaccinés, examinée par le tribunal administratif ce mardi. Elle est formulée par un collectif de 50 personnes et pointe la disproportion des mesures et la limite de la compétence du pays. Explication de l'avocat maître Thibault Millet, interrogé par Marcel Bonneau. J'ai un peu du mal à comprendre cette notion d'égoïsme, déjà de la part d'un gouvernement qui aujourd'hui met en place un système qui montre ses limites. On le voit, la crise est en train de... la crise Covid réexplose alors qu'on a justement mis en place ces mesures. Je viens d'entendre qu'on avait des cas de Covid à Manille. Je crois savoir que le chef de l'État était à Manille il y a quelques jours, avec toute son équipe qui était depuis quelques jours, tout autant vaccinés qu'ils sont, et que malheureusement, le Covid est passé malgré tout. Donc quand je vois qu'on permet... à des centaines de personnes finalement de se déplacer à travers toute la Polynésie pour faire une campagne électorale, je crois qu'on n'a pas de légitimité à parler d'égoïsme. Finalement, on n'a jamais été confronté à cette difficulté. On a d'un côté des notions, des problématiques de santé publique, et de l'autre, pour y remédier, des mesures qui portent atteinte aux libertés publiques. Et je pense que les rédacteurs du statut, que ce soit de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie, n'ont pas forcément anticipé cette difficulté dans le cadre d'une crise sanitaire où on se retrouve avec deux compétences un peu entremêlées. Moi, je suis véritablement convaincu qu'il faut régler cette difficulté parce que ça va générer des problèmes, ça en génère déjà, mais ça en générera d'autres. On ne peut pas faire la politique de l'autruche sur cette question, il faut la trancher.
Jacques Raynal, une redevance sanitaire de 12 000 francs et 5 000 francs à l'arrivée en Polynésie, une quarantaine à 140 000 francs à la charge du voyageur, des tests payants. Est-ce qu'on ne tire pas un petit peu sur la corde financière actuellement ? Non, vous savez que la Polynésie a pris en charge une grande partie de l'épidémie, puisque nous sommes maintenant à plus de 18 mois de l'épidémie. Financièrement, c'est lourd. Heureusement que le budget du pays était plutôt confortable quand on a commencé cette crise. Mais maintenant, il faut quand même que l'on puisse assurer la continuité des financements de cette crise. Alors je voudrais revenir, si vous le permettez, sur ce qui vient d'être dit. D'abord, M. Millet est probablement l'artiste qui commet le mieux le mélange des genres. Je pense qu'il devrait se renseigner sur le cas de Manille, notamment. Ce cas qui est répertorié comme étant un cas positif, bien évidemment, ne faisait pas partie, bien évidemment, de la délégation, puisqu'il était à Tahiti à ce moment-là. Il est venu à Tahiti en formation professionnelle et il est reparti, comme d'autres d'ailleurs. Ce n'est pas le seul à avoir contracté le virus ici à Tahiti. Il est reparti sur son île. Et c'est donc ainsi que ce seul cas de Manille a été découvert. Vous nous dites que ce n'est pas la délégation qui a ramené ce cas. Non, la délégation du président, toutes les personnes qui sont arrivées ont subi le protocole qui est le même pour tout le monde, pour tous les arrivants. C'est-à-dire qu'ils ont tous été testés à l'arrivée et ils étaient bien évidemment tous négatifs. Maître Millet évoque un système qui montre ses limites, un problème de compétence État-pays. Est-ce que ça pourrait compromettre les mesures prises en Conseil des ministres ? Non, pas du tout. Nous sommes entièrement compétents en ce qui concerne les mesures de santé. Pas sur la liberté des personnes. Par contre, c'est l'État toujours qui est, et c'est là aussi. Donc il y a une contradiction entre les non, mesures pas prises. vraiment. Il est certain que si on va préconiser un couvre-feu, par exemple, ce n'est pas le ministre de la Santé qui peut décréter un couvre-feu, ni le président du pays, puisque c'est une mesure, je dirais, d'ordre public. Donc, et ce qui concerne l'ordre public, jusqu'à présent, on est dans la République française, c'est l'État qui préside à l'ordre public. Là aussi, on voit un certain mélange des genres. Je suis, et le gouvernement de la Polynésie française est entièrement compétent dans tout ce qui concerne le domaine de la santé, et nous avons même à l'heure actuelle, en devenir, mais également, on a déjà pris des décisions sur le plan de la santé, non pas dans le cadre de cette épidémie, mais nous avons déjà pris des décisions qui sont différentes de ce qui se passe en France. On ne s'achemine pas vers un confinement dans les prochaines semaines ? Non, nous ne souhaitons pas en arriver là. Nous ne souhaitons pas, mais là aussi, il faudra peut-être discuter en fonction de l'évolution de l'épidémie. Il faudra peut-être discuter de mesures nouvelles, mais bien évidemment, pour l'instant, nous ne souhaitons pas en arriver là. Jacques Raynal, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Santé et je rappelle aussi qu'un centre de vaccination éphémère est prévu samedi 7 et dimanche 8 sous le chapiteau de la présidence. C'est cela même, merci. On parle pêche et prix du carburant, notamment pour les pêcheurs qui continuent à utiliser l'essence plutôt que le diesel. Ils sont une soixantaine dans ce cas et viennent d'obtenir une baisse supplémentaire de 10 francs par litre via le syndicat des pêcheurs professionnels. Un beau geste, même si le prix reste 3 fois supérieur à celui du diesel. Nicolas Suire, Patita Savea. 86 francs le litre au lieu de 96 francs. C'est ce qu'a obtenu le syndicat des pêcheurs en faveur de ceux ayant un moteur à essence. Il y en a qui croient que la meilleure solution, c'est d'aller à l'essence. Alors ils sont investis là-dedans et se sont rendus compte que non, c'est pas le Pérou. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'est vraiment beaucoup plus dur. Beaucoup plus cher ? Ouais, beaucoup plus cher pour eux. Ils ne sont qu'une soixantaine à avoir choisi un bateau à essence, car 2 à 3 fois moins cher. Les autres ont opté pour le diesel, avec une facturation à 30 francs le litre. Et il y a une grande différence de prix entre les deux. Le diesel, tu peux remplir à 200 litres, pour 200 litres à 6 000 francs.
Et le sans-plan, doit taper les 18 000, 20 000. C'est pas aussi trop rentable, quoi. Un écart qui fait la différence et à terme rentabilise les onéreux moteurs diesel. Ça va aider peut-être un petit peu ceux qui sont à l'essence. Mais bon, je ne vais pas encore changer mon diesel pour un essence. Il faut que ça baisse encore un peu plus. Comme Yann, sans baisse significative du coût de l'essence, la grande majorité des pêcheurs comptent bien rester au diesel. L'attente des colis postaux ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. 2 conteneurs remplis de marchandises sont arrivés à Tahiti, dont un en cours de tri avec 5 tonnes de colis. 2 autres conteneurs sont attendus d'ici 10 jours. À l'origine du retard, la saturation du transport maritime et une longue grève des dockers australiens. Brigitte Olivier, Mirko Vanfo. Pas de chômage technique aujourd'hui au centre de tri de l'OPT. Tout le monde est mis à contribution pour le dépotage. C'est le terme de 2 conteneurs pleins de marchandises. Les vôtres, celles que vous avez commandées il y a plusieurs mois, voire un an. Car la crise Covid a tout chamboulé dans le transport international. Ces colis-là ont pris le bateau au lieu de l'avion et ils ont fait le tour du monde. Dernière escale, l'Australie, où une grève de 2 mois des dockers a tout bloqué. À Fa'a, les agents de l'OPT font tout pour que les livraisons se fassent rapidement. On va trier d'abord par les plus grands bureaux, savoir Fa'a, Papeete, Pire, Punavia. Petit à petit, on va dispatcher dans d'autres bureaux et après les bureaux des îles. Un conteneur de 40 pieds contient entre 2500 et 3000 colis, un de 20 pieds de 1250 à 1500 colis, soit une moyenne de 4000 colis à traiter, auxquels s'ajouteront 2 autres conteneurs de 40 pieds qui doivent arriver dans 10 jours. D'ici la fin du mois, toutes les marchandises en souffrance seront enfin acheminées vers leur destination finale. Voilà pour la bonne nouvelle. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle la principale information, la ruée sur les tests de dépistage Covid. À l'Institut Louis Malardé, les demandes explosent depuis une semaine. Et puis les îles ne sont pas épargnées par l'épidémie. 3 cas ont été confirmés ce matin à Rurutu. Il s'agit d'habitants de l'île arrivés par avion dimanche dernier. La une de la presse demain, la Dépêche titre sur les taxis qui passe au compteur. À suivre sur notre antenne, un film français, Le gamin au vélo, et bien sûr les compétitions des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera en direct. Merci d'être fidèle à la première. L'info continue sur le web et en matinale radio. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Stéphane Ratino. Très bonne soirée, à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.